Alors en manchette aujourd'hui, le député de Berthier-Masquinongé, la Chambre des communes, souligne l'importance accrue de l'achat local en temps de crise et réduction du service d'autobus entre les MRC de la Naudière. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 2 avril. On débute de nouveau aujourd'hui avec ce que les gens veulent d'abord savoir, la mise à jour sur la progression de la COVID-19 dans la Naudière et dans l'ensemble de la province. Alors le nombre de cas de coronavirus dans la Naudière qui était de 256 mercredi est maintenant de 305. Donc une hausse d'environ 50 cas pour l'ensemble de la région depuis hier. Par comparaison, on retrouve maintenant 318 cas en Montérégie, notre région voisine. Jusqu'à présent, la Montérégie avait tendance à présenter moins de cas que la Naudière. Maintenant, ils en ont un peu plus. Parmi les régions les plus touchées, encore une fois, on retrouve 404 cas en Estrie, l'Estrie qui est à nouveau parmi les plus touchés. Montérégie aussi, 486 en Montérégie, Montréal. La plupart des cas au Québec se retrouvent à Montréal, 2642 cas à Montréal. 270 dans la région de la Capitale-Nationale, 411 cas à Laval. La Naudière est de nouveau aujourd'hui en 6e position en termes de nombre de cas parmi les régions du Québec. Et à l'échelle provinciale, il y avait 4611 cas de COVID-19 rapportés mercredi par la Direction de la Santé. La santé publique parle maintenant de 5518 cas de confirmés pour l'ensemble de la province. Et de ce nombre, on rapportait 33 personnes décédées mercredi et c'est maintenant 36. Le gouvernement précise que plus de 69 000 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif. Actuellement, 365 personnes sont hospitalisées, dont 96 personnes aux soins intensifs. Ça, c'est pour l'ensemble de la province. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste avec le nombre de cas par région du Québec sur le site Internet du ministère de la Santé. Et cette liste, encore une fois, elle est mise à jour à tous les jours après le point de presse du premier ministre. Justement, aujourd'hui, lors de son point de presse, le premier ministre Legault s'est montré encore plus ferme face à ceux qui ne respectent pas assez les consignes de distanciation sociale pour prévenir la propagation de la COVID-19. François Legault a demandé aux policiers d'être moins tolérants et même de sévir contre ceux qui défient les règles en continuant de se rassembler et contre les commerces non essentiels encore ouverts. Il a dit « C'est injuste pour la majorité des Québécois qui respectent les règles de voir quelques personnes nuire à nos efforts collectifs. Ceux qui ne respectent pas les consignes recevront des amendes de 1 000 à 6 000 $ de la police. C'est tout ce qu'ils méritent. C'est sérieux, il y a des vies qui sont en jeu », a insisté le premier ministre. Le premier ministre a aussi invité les Québécois à ne pas prendre de risques et à éviter tout déplacement inutile. Ne vous demandez pas si vous allez être capable de passer le point de contrôle, demandez-vous plutôt si c'est absolument essentiel de vous déplacer, a-t-il résumé. Maintenant, en lien toujours avec la crise du coronavirus, il y a le député de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes qui a publié une lettre ouverte pour plaider en faveur de l'achat local qui est encore plus souhaitable durant cette crise, souligne-t-il. Alors, on vous avait présenté hier une petite partie de la vidéoconférence que nous avons réalisée avec lui hier après-midi, la partie où il était question de l'instauration de points de contrôle dans la MRC de Dautrey. Alors, voici maintenant la seconde partie de cette entrevue, la partie où il est question de l'importance de l'achat local qui est encore plus grande lorsqu'il y a une crise comme celle de la pandémie de COVID-19. On l'écoute. Dans le fond, c'est un plaidoyer que je tiens régulièrement, à savoir sensibiliser les gens, faire attention d'où proviennent les achats qu'on fait. Parce que parfois, on peut être tenté d'aller acheter un produit légèrement moins cher, mais on ne se rend pas compte de tous les impacts secondaires que ça peut avoir. Alors, particulièrement dans la crise actuelle, vous savez que je suis porte-parole du domaine agroalimentaire, donc évidemment, j'ai tendance à y penser beaucoup, mais ça s'applique aussi dans les autres secteurs, que ce soit dans le meuble ou ailleurs. L'achat qui est fait au Québec, mais l'argent va rester au Québec.
Et cette entreprise-là va faire affaire avec d'autres entreprises locales et ça crée des emplois. On estime là, que si chaque famille québécoise dépensait 20 par semaine en produits locaux, ça pourrait créer jusqu'à 100 000 emplois au Québec. Donc, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment, vraiment important. Puis là, on s'en rend compte avec la fermeture des frontières, les produits, on a des inquiétudes sur les fournitures et ainsi de suite. Donc, toute notre souveraineté alimentaire, là, notre autonomie alimentaire, je pense que ça prend une importance particulière. Il n'est pas question de paniquer ou de se mettre en peur, mais d'être conscient que ça, c'est une force qu'il faut préserver. Alors, notre agriculture, nos producteurs locaux sont solides. Il faut qu'on continue à les encourager. Et c'est pour ça que je voulais sensibiliser la population. C'est un message, j'invente rien, c'est un message qui circule déjà de toute façon depuis quelque temps. Et la Fédération de la relève agricole du Québec a lancé un petit défi Facebook il y a quelques jours, là, de poser avec un produit local. Je trouvais que c'était une belle façon de ramener, de relancer peut-être ce défi-là pour sensibiliser les gens. Donc, j'invite les gens peut-être à participer à ce défi-là. Et ça peut être l'occasion aussi de créer une habitude qui pourrait perdurer une fois la crise passée. Absolument, absolument. Il faut penser, je parlais d'économie, mais généralement, si vous commencez à porter attention et à chercher plus des produits locaux, vous risquez d'être agréablement surpris parce que les producteurs locaux sont concurrentiels dans les prix la plupart du temps. Et même s'il y avait une petite différenciation, il faut penser que le casseau de fraises qui vient de la Californie, par rapport à celui du Québec, ben celui du Québec, c'est sûr qu'il est bien meilleur, mais au-delà de ça, pensez à l'impact environnemental et au kilométrage que ces fraises-là ont parcouru. Y penser, c'est répondre à la question, là, puis c'est se rendre compte qu'on a tout avantage à consommer la production locale. D'autres choses que vous voulez ajouter à ce sujet avant que je passe à un autre sujet? Ben, c'est très important de rester solidaire. Et ça, c'en est une marque de solidarité. Il faut avoir en conscience que les entreprises locales qu'on encourage présentement, ça leur fait des revenus et ça fait en sorte qu'on augmente les chances qu'elles soient encore là au lendemain de la crise parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer cette présente crise. Alors, on vous parlait hier de l'instauration de points de contrôle dans la MRC de Dautrey et à d'autres endroits dans la région de la Naudière. Alors, ces nouveaux points de contrôle, ça a aussi un impact sur les services d'autobus. Le tout a été confirmé aujourd'hui. Ainsi, là, il y a d'importantes modifications de services qui seront mises en place à compter du 4 avril. Donc, pour le circuit 131-138 entre Joliette, Lavaltrie et Berthierville, que peut-être certains d'entre vous ou des gens que vous connaissez prennent régulièrement, et c'est un arrêt complet de ce service pour une durée indéterminée. Pour ce qui est du circuit 50 qui relie Joliette, Lavaltrie et Repentigny, c'est l'horaire réduit qui est en vigueur depuis le 30 mars et pour les déplacements et les services essentiels seulement. Et la MRC Dautrey maintient par ailleurs son service de transport adapté et collectif par taxibus. Alors, nous passons maintenant à notre première pause. Mon nom complet, c'est Christine, ça c'est le prénom. Et mon nom de famille, c'est Ningon Nguema. Je suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité. C'est-à-dire que je fais de l'accompagnement à quelqu'un qui est un début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback. La personne est C. Tu dois faire attention à C. C'est pas sa femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu n'aimes pas ce que tu vas faire, tu n'as pas de place. Moi, je pense qu'être préposé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut l'aimer. Bonjour à tous, ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Je voulais m'adresser à vous pendant cette période difficile. Mon équipe et moi sommes au travail 7 jours sur 7 pour répondre à vos demandes et vous orienter au meilleur de nos connaissances. Vous pouvez nous joindre au 1-866-211-1210 ou par courriel à yves.perron@parl.gc.ca. C'est important de continuer à communiquer avec vos proches, que ce soit par téléphone ou avec les réseaux sociaux,
Allez prendre l'air de temps en temps tout en respectant, bien sûr, les consignes de distanciation sociale et surtout, offrez votre aide si vous êtes en mesure de le faire. Vous savez, c'est dans les périodes difficiles qu'on mesure la résilience des peuples. Je suis très fier d'être québécois. La période n'est pas facile, on ne contrôle pas tout ce qui se passe, mais tous ensemble, on va passer à travers. Restons calmes et positifs, ça va bien aller. Merci. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce jeudi 2 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Gilles Bourbonnais. Alors, bonne fête, M. Bourbonnais. C'était les anniversaires du jour. On passe maintenant dans le domaine judiciaire. La Sûreté du Québec de Lanaudière a procédé à une arrestation pour vol de camion. Le 25 mars, une plainte pour vol de camion a été enregistrée au poste de la SQ de la MRC de Montcalm. Le camion avait été volé à Saint-Roch-de-la-Chiga. Et vers 8 heures ce même matin, un patrouilleur du poste de la MRC de Matawini a localisé le camion volé alors qu'il circulait sur la route 348 à Rawdon. Le camion s'est immobilisé près de mini-entrepôt. Le conducteur, un homme de 28 ans de Saint-Lin, a été arrêté. Et des perquisitions ont ensuite été menées et ont permis de retrouver 2 camions volés, soit à Longueuil le 22 mars et à Laval le 23 mars. Et il y a un 4e camion qui a été saisi pour être expertisé. Il pourrait également avoir été volé. Le suspect a été libéré sur promesse de comparaître le 12 août prochain et il pourrait faire face à des accusations de vol et de recel. Ça termine notre petite nouvelle judiciaire. Maintenant, tel que promis, on va continuer de prendre des pauses de la couverture de la COVID-19 pour vous parler aussi d'autres sujets. Vous aimez bien sûr, vous aussi, pouvoir penser à d'autres choses par moment. Alors, c'est une de ces petites pauses maintenant. Il y a le directeur du Festival de Lanaudière, François Bédard, qui prendra sa retraite dans quelques semaines après 29 ans avec l'organisation et 30 saisons de festival. Ma collègue Danielle Yvon en a discuté avec lui. Alors, voici maintenant la première partie de leur entretien. Vous allez prendre votre retraite cette année en 2020, 30 ans comme directeur général ici au festival. 29 ans, mais 30e saison. 30e saison. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené à aller travailler au festival ici dans notre mon belle Dieu, région? C'était un beau hasard, mais en fait un hasard qui était bien préparé. Vous savez, j'ai fait un parcours en théâtre les premières années. J'ai été directeur de production au TNM, notamment. J'ai travaillé avec Jean-Louis Roux. Et dans ces années-là, j'avais de plus en plus de responsabilités administratives. J'ai fait des études en administration, un premier cycle, et puis une maîtrise en administration, parce que je voulais être outillé pour diriger des compagnies artistiques. Je n'avais pas de préjugés sur le type de compagnie artistique vers laquelle je me dirigerais, mais mes goûts personnels ont été rejoints en même temps. Parce que vous savez, tout le temps que j'étais au TNM en train de faire du théâtre, j'étais abonné à l'Opéra de Montréal. J'allais au concert régulièrement. J'ai toujours eu la musique dans ma vie depuis mon tout jeune âge, parce que mon père, qui était ingénieur à La Chute, avait fondé une société de concert. Alors, j'ai donné un coup de main à papa pour préparer les concerts qui avaient cours à La Chute. Il y avait 5 ou 6 concerts professionnels par année, puis c'était la seule activité culturelle que nous avions à l'époque à La Chute, d'où je viens. C'est dans les Laurentides, là, sur la 158. En fait, la 158 se connecte direct de Berthier à La Chute. Oui, c'est ça. Oui. Donc, là, 29 ans, quand on vous a offert ici le Festival de Lanaudière, vous connaissiez ça, là. C'était quelque chose que pour vous représente. Moi, la production, puis la production musicale, je connaissais déjà, effectivement. Puis le tourisme musical aussi, je m'y étais déjà frotté à cette notion. Alors, effectivement, le challenge était assez grand à l'époque parce que le festival avait subi le contre-choc de la construction de l'amphithéâtre. Donc, moi, j'arrive après le projet de l'amphithéâtre. C'est 89, l'inauguration de l'amphithéâtre. J'arrive en 91 pour la 3e saison de l'amphithéâtre. Et là, le festival, disons, a des difficultés financières importantes à ce moment-là. Mais comme je suis capable d'évaluer parfaitement les opérations, parce que j'ai vu des choses plus compliquées que ça avant. Et puis, disons, les subtilités de la production musicale, je ne suis pas encore tout à fait aguerri à ce moment-là, mais j'ai suffisamment de connaissances et de bagages pour prendre la machine et puis revirer ça de bord et puis faire le développement qu'on a fait dans les années 90 là, pour amener le niveau de fréquentation au festival à un niveau raisonnable.
On pourrait dire à la limite rentable. Oh, non. En musique classique, on n'est jamais rentable. Oui, mais au moins acceptable, là, comme on pourrait dire. Ouais, pour que ça retrouve un équilibre entre un pourcentage de subvention qui reste quand même relativement bas. Pour une organisation de cette taille, si on compare aux organismes musicaux qui ont des budgets et des saisons semblables, notre pourcentage de subvention est assez faible. Assez faible. Somme toute, oui, si j'additionne le fédéral, le provincial et le municipal ensemble, ça ne fait pas 20 du budget. Donc, il y a du revenu autonome. Là. Donc, la partie administrateur et gestionnaire est importante. Ça. La partie marketing, la partie de la personne qui voulait s'assurer qu'il y ait beaucoup de monde ici à l'amphithéâtre qui a été rebaptisé après Amphithéâtre Fernand Léthier, qui s'appelait à l'époque l'Amphithéâtre de la Naudière. On a fait ce chemin-là pour redresser le festival et puis s'assurer qu'on a une belle affluence. Donc, on pourrait dire que le festival maintenant est à majorité, même, il est presque à la retraite en termes d'âge, d'une quarantaine d'années. Vous allez laisser un beau bébé. Je dirais que le festival, c'est devenu une institution. Oui. Le festival est devenu une institution, en fait, il y a quelques années, quand son fondateur est décédé. Okay. Là, on passait à la prochaine génération. Les fondateurs n'étaient plus là. Puis d'ailleurs, le dernier fondateur, ça fait même pas un an, c'est René Charette qui est décédé le 4 juillet dernier, le jour de son anniversaire. D'ailleurs, c'était un petit peu triste. Et puis, c'était le jour avant l'ouverture du festival de 2019. Donc, il n'y a même pas un an, le dernier fondateur, parce que Marcel Mars était parti il y a une dizaine d'années. Père Lindsay, il y a une dizaine d'années, Marcel Mars, il y a 5 ans, et puis René Charette. Donc, les 3 fondateurs sont partis. Il y a eu une direction artistique avec Alex Benjamin pendant une dizaine d'années, 9 ans. Et puis, bon, une direction artistique qui n'a pas duré longtemps, celle de Grégory Charles. Et puis là, on a réassis les valeurs du festival avec Renaud Loranger, qui est un gars originaire de Joliette ici, qui fait une grande carrière à l'international. Et Renaud, c'est un gars vraiment formidable. Alors, donc là, l'institution, en fait, a engagé un directeur artistique plus jeune que l'institution. Oui, c'est vrai, donc, vous avez raison. C'est pour ça que le festival n'est plus à majorité. Le festival est renouvelé. est une institution renouvelée, effectivement. Donc, votre premier fait d'âme, on pourrait dire, d'avoir permis au festival et à toute l'installation aussi de vivre, là, comment on pourrait dire, redresser les finances. Puis je dirais, le challenge bon, j'arrive à 29 saisons, 30 saisons, là, de tenir ça à l'équilibre financier pendant 30 saisons, c'est un challenge qui est 30 fois renouvelé. Oui. C'est un défi très difficile à chaque année d'arriver à l'équilibre et puis de maintenir ça et puis d'accroître les ressources pour pouvoir les réinvestir dans l'artistique, pour se maintenir dans un monde qui change. Parce que, je veux dire, à une certaine époque, moi, quand je suis arrivé ici, l'offre de concerts classiques en été, c'était le Festival La Naudière. Oui. Puis, il y avait quelques concerts à la Basilique, quelques concerts gratuits dans des parcs, mais très peu. Là, maintenant, l'offre en été est absolument... on ne sait plus où donner de la tête maintenant quand c'est pas le tennis. Vous êtes en concurrence avec beaucoup d'événements, c'est ça? Beaucoup d'offres de divertissement, de choses à faire, tout simplement, des choses tout aussi amusantes. Puis je pense que les adultes qui sont intéressés par la vie, par toutes sortes de choses, peuvent aussi bien aimer... une symphonie de Mahler que d'aller voir, je sais pas moi, Raphaël Nadal au tennis. C'est pas incongru de penser à ça, ou même, il y en a, je vais vous parler de mes goûts personnels, j'adore le football. Oui, vous avez le droit, mais c'est ça. Donc, autrement dit, c'est ça, l'argent discrétionnaire pour les loisirs, il y a une tarte, mais il faut être capable de prendre notre part de tarte. C'est ça qu'on veut dire. Il y a plus de joueurs. Donc, le monde a changé et il faut être encore meilleur. Alors, nous vous présenterons la deuxième partie de cette entrevue avec cet homme de culture au cours des prochains jours. Et pour l'instant, nous passons à notre deuxième pause. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux.
Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice O'Brady de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. À l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 22 mars, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Marielle Hainaut, épouse de feu Gilles Massé, demeurant à Saint-Hyacinthe et native de Sainte-Élisabeth, dans la Naudière. Elle laisse dans le deuil ses enfants Joanne Massé et son conjoint Christian Parent, son fils Sylvain Massé, ainsi que ses petits-enfants Mathieu, Geneviève, Raphaël, Thierry. Laisse aussi dans le deuil ses frères et ses belles-sœurs, Régent et Gilles Hainaut, André Hainaut et sa conjointe Janine Coutu, Madeleine Massé et son conjoint Georges Monette, Marcel Lambert, feu Raymond Massé, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de la pandémie de COVID-19 actuelle, et dans le but d'éviter les rassemblements, car il est difficile d'évaluer le nombre de personnes présentes, du moins qui pourraient être présentes aux funérailles, la famille de Mme Hainaut Massé a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHC du Château le Berthierville, le 25 mars, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Claire Laforêt, épouse de Raymond Perron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Anne Perron et son conjoint Patrick Dinel, Guylaine Perron et son conjoint Benoît Gagnon. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Alicia Bergeron, Charles Gagnon et Léa Dinel. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Paul Laforêt et sa conjointe Céline Sylvestre, Jacques Laforêt et sa conjointe Huguette Moreau, Luc Laforêt, feu Francine Bussière, Denise Laforêt, feu Gilles Millotte, Gisèle Laforêt, Gilles Perron et sa conjointe Lise Charpentier, Jacques Perron et sa conjointe Françoise Dufour, Denise Perron et son conjoint Michel Lefort, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans ce cas, pour ce décès aussi, dans les circonstances de pandémie de COVID-19, puisqu'il est difficile d'évaluer le nombre de personnes qui pourraient être présentes aux funérailles, la famille de Mme Laforêt a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 mars, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Romuald Laforêt, époux de Marguerite Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Lynne Laforêt, Julie Laforêt et son conjoint René Sylvestre, Patricia Laforêt et son conjoint François Bellumeur. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Émilie et Pénélope Laforêt, Vanessa Sylvestre et son conjoint Marc-Antoine Valois, Francis Sylvestre et sa conjointe Joanie Bruno, Émeric et Jacob Guévremont. Il laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Zachary, Lily-Rose, Élie et Maë. Il laisse aussi dans le deuil son beau-frère Jean-Denis Guévremont, feu Francine Entier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances, bien sûr, de pandémie de COVID-19 actuelle et dans le but d'éviter les rassemblements, puisqu'il est difficile d'évaluer le nombre de personnes qui pourraient être présentes aux funérailles, la famille de M. Laforêt a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Et maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 mars, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Rita de Guise, épouse de Laurent Désy, demeurant à Notre-Dame-de-Lourdes et native de Saint-Ignace de Loyola.
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa mère Denise Plante, feu Gaston de Guise. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Pierrette de Guise, Jocelyn Richard, feu Armande de Guise, Raymond de Guise et sa conjointe Diane Forêt, Lucie de Guise et son conjoint Roland Barthes, Roger de Guise et sa conjointe Joanne Guertin, Alain de Guise et sa conjointe Carole Lefebvre, Yolande Lucier, feu Paul-René Désy, Jean-Noël Désy, Cécile Désy et son conjoint Léo Côté, Monique Désy et son conjoint Maurice Bizier, Marcel Désy et sa conjointe Julie Lebeau, Louise Désy, Yvon Désy, Liliane Underwood, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et bien sûr, dans les circonstances de la pandémie de COVID-19 actuelle et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme de Guise a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Et c'était les avis de décès pour aujourd'hui. Maintenant, le besoin de distanciation sociale a aussi un impact sur le défi Tête rasée de Leucan, dont l'organisation a décidé de changer d'approche et de passer au virtuel. On se rappellera que les salons de coiffure sont fermés pour au moins 3 semaines. Alors, Leucan, pour Laurentides et la Naudière, propose aux gens de participer virtuellement au défi déjà bien connu en organisant un rasage à la maison et à le filmer au profit de Leucan. On se souviendra là, que le défi Tête rasée Leucan est une activité de financement qui mobilise la communauté. C'est dans un élan de solidarité là, afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. Et c'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle lorsqu'ils perdent leurs cheveux. Alors, vous pouvez avoir plus de détails sur les modalités pour participer en ligne via le site Internet de Leucan. Et il n'y a pas encore de vaccin contre la COVID-19, mais contre d'autres maladies. Un précieux vaccin existe et est disponible. Et il y a le calendrier vaccinal du programme québécois d'immunisation qui prévoit un vaccin de rappel contre la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la varicelle. Et pour qu'il soit protégé contre ces maladies, eh bien sûr, il est recommandé de faire vacciner votre enfant avant son entrée à la maternelle. Et c'est pourquoi le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière organise des cliniques spéciales de vaccination pour les enfants qui fréquenteront la maternelle en septembre prochain. Alors, ces cliniques, elles se tiendront sur rendez-vous jusqu'en août 2020 selon le lieu de résidence, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous pour un rendez-vous un peu plus tard dans l'été lorsque la crise sera passée. Si vous êtes dans la région de Berthier, le CLSC de Berthier, 450-836-7011. Si vous êtes dans la région de Lavaltrie, le CLSC de Lavaltrie, 450-586-1020. Et si vous êtes plus près de Saint-Gabriel de Brandon, 450-836-4705. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, la pluie se poursuit alors qu'environ 5 mm pourraient tomber et que le mercure prévu est de plus 4. Dans la nuit, un autre 2 à 4 mm de pluie pourrait tomber avec de nouveau un mercure de plus 4. Vendredi matin, la faible pluie continue et le mercure fait du surface, alors que vendredi après-midi, ce sera nuageux avec des éclaircies et que le mercure grimpera autour de plus 8. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et tâchez en ces temps difficiles quand même de garder un bon moral et de faire attention aux gens autour de vous. Merci beaucoup, à demain.